juste une courte introduction avant cette vidéo avec mon ami Karl Brochu. Ça faisait pas mal de temps que Karl me disait qu'il avait beaucoup de choses à dire sur la dissidence qu'il gardait pour lui, parce qu'au début il voulait pas faire de polémique, et puis devant l'explosion de la violence dans les réseaux sociaux, l'explosion des mensonges, les thèses complètement farfelues et clivantes qui sont émises par certains, qui semblent avoir un droit de vie ou de mort sur n'importe quel autre journaliste citoyen, Karl a décidé de balancer, comme on dit. Donc c'est une vidéo à voir, c'est une vidéo à prendre tranquillement. Il faut comme toujours essayer d'écouter réellement ce qui est dit et pas ce qu'on pense entendre. Il faut vraiment s'attacher à écouter ce qui est dit. Je raconte, je crois dans cette vidéo ou dans une autre que je vais poster, quand quelqu'un vous dit je roule tout phare éteint dans une ruelle et les lampadaires sont éteints, les fenêtres qui donnent sur la ruelle eh bien, ne sont pas éclairées, etc., etc. Et je réussis pourtant à ne pas écraser un chat noir qui passe devant ma voiture. Eh bien, tout ce que je vous ai dit vous a donné l'impression que j'avais dit qu'il faisait nuit. Pourtant, à aucun moment je vous ai dit qu'il faisait nuit. Ça se passe en plein jour et c'est pour ça, évidemment, que je peux arrêter le chat. Mais je vous ai conditionné, ou la manière avec laquelle je l'ai dit, ou la manière avec laquelle vous écoutez ce qu'on vous dit, vous a fait croire quelque chose que je n'avais pas dit, qui n'avait pas été dit. Et donc, il faut bien avoir conscience, quand on écoute, que parfois, ça passe dans un filtre et qu'on entend autre chose que ce qui a été dit, ou qu'on se convainc d'autre chose que ce qui a été dit. Donc parfois c'est parce qu'on a un a priori négatif sur la personne, ou un a priori positif sur la personne, ou un a priori différent sur une situation. Et donc il faut véritablement passer du temps à écouter avec attention ce qui est dit. Et c'est pour ça que de plus en plus, je consacre du temps à ma lettre d'information sur Substack. Aujourd'hui, j'ai publié un long article qui devrait surprendre beaucoup de monde sur les liens très forts, très étroits, très intimes qui lient Emmanuel Macron et François Mitterrand. Je pense que vous n'en reviendrez pas de la lecture de cette lettre. C'est un long travail, c'est beaucoup de coïncidences, beaucoup d'informations qui sont arrivées de sources très diverses. Et c'est comme les pièces d'un puzzle. Eh bien, quand les pièces d'un puzzle se mettent en place, c'est complètement ébouriffant, mais finalement, on ne peut pas véritablement être surpris d'une telle information. Donc je vous invite à découvrir mon Substack. C'est une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous inscrire, soit en me demandant des informations à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55BE2LECHA2SE.com, ou en allant sur le site substack.com, substack.com. Et là, vous me recherchez, je suis Bertrand55. Voilà, je vous invite à découvrir ça. Si vous avez envie également de découvrir Duc d'Onmiel, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous inscrire, à vous abonner pour être alerté au fur et à mesure. Voilà, si vous avez l'intention de déposer un commentaire constructif dans l'échange, je serai ravi d'y répondre, comme je le fais invariablement depuis des années sur ma chaîne YouTube, sur X partout. Si c'est une manière de vouloir déposer de la haine ou autre, abstenez-vous, parce que je ferai sauter votre commentaire et éventuellement même je vous bannirai de la chaîne, parce que je n'ai plus envie et je n'ai pas envie de servir de punching ball à des personnes qui sont aigries, qui sont malheureuses et qui ont besoin de déverser leur haine. J'essaye de faire des analyses sans concession, j'essaye de faire des analyses sans compromis, j'essaye de dire la vérité. Évidemment, si quelqu'un
me dit quelque chose qui me déplaît, mais que je sens que c'est la vérité, et évidemment j'accepterai et je ferai amende honorable pour essayer de me corriger. Mais si ça vise uniquement à nuire, à faire du mal ou autre, je serai sans aucune concession. Voilà, j'espère que vous allez passer un beau moment. Évidemment, c'est une vidéo assez inattendue puisque Karl est quelqu'un en général de très discret. Et là, il raconte une période de sa vie finalement assez récente. Il parle de la période du Covid. Et évidemment, on continue avec Karl. On a parlé de la situation en Iran, de la situation à Gaza, de la situation aux États-Unis avec Donald Trump. Donc c'était riche. Voilà, je pense que vous passerez un très bon moment. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Et réellement, venez découvrir mon Substack. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette suite de l'émission qu'on a commencé, Bertrand Cholère et moi ce matin, sur l'influence ou une résistance au service de l'État profond. Bertrand, resalut. Bonsoir Karl et bonsoir tout le monde. Oui, nous, il est 16h08 ici au Québec, donc on approche tranquillement en début de soirée. Bertrand, on va continuer cette analyse qu'on a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus continuer l'émission. Alors, peut-être quelques mots avant de continuer cette analyse. Quelques mots déjà pour dire que c'est très étonnant, Karl, depuis quelques semaines, on a des nuées de personnes dans les chats, on a des nuées de personnes qui arrivent dans les commentaires immédiatement qu'une vidéo est postée en ligne. Donc, moi j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire soit c'est des gens qui viennent passer 1 heure et demie à nous écouter pour conclure que vraiment c'est nul et que c'est à chaque fois nul. Donc je les invite à quitter tout de suite cette chaîne. D'autres personnes qui utilisent des noms, des insultes, de la diffamation, etc. Pareil, je les invite à quitter la chaîne. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est cette forme d'acharnement. Et c'est pas parce que on est insulté que notre analyse va changer. C'est pas parce que on est insulté qu'on va se mettre à penser comme les autres médias que vous aimez et que vous aimez écouter. Il faut juste les écouter un peu plus et arrêter d'écouter les médias qui n'ont pas vos analyses. Je lis encore aujourd'hui dans les commentaires des gens qui prétendent qu'aucun général iranien n'est mort, que les Iraniens ont fait des fausses obsèques, voire même que c'est des obsèques qui ont été faits avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau d'aveuglement, à un niveau qui est juste déconcertant. Si la résistance aujourd'hui, les gens qui se disent rebelles, sont à ce niveau-là, vraiment, déjà, je suis flatté que vous ne supportiez pas de venir écouter mes émissions, parce que je me passe très très bien de gens qui ont atteint ce niveau-là. Mais vraiment, vous êtes proche d'aller à l'hôpital, hein, parce que c'est voilà. Donc, je suis désolé pour cette interview, pour ce début d'entretien, mais là, ça confine au ridicule. On avait vu la folie des gens avec le Covid et l'attitude. On a vu la difficulté pour beaucoup de personnes de comprendre au début ce qui se passait en Ukraine. Et puis finalement, il y a des gens qui ont évolué, qui ont compris un peu mieux, mais il y en a toujours qui ont l'impression que l'Ukraine est la victime et que la Russie est l'agresseur. Puis on a la même chose avec Gaza. J'ai vu encore des débats il y a quelques jours où les personnes prétendent que il n'y a pas de civils qui sont tués, il y a que des touristes, des terroristes, qu'il n'y a pas de famine, qu'il n'y a pas de machin, et que les gens qui disent autre chose sont des sales antisémites ou des gens qui racontent n'importe quoi, qui croient le narratif de gens qui veulent faire disparaître l'État d'Israël, etc. Et que depuis que Trump est arrivé, évidemment, il n'y a plus personne qui est assassiné là-bas. Mais le pire du pire, et ça, je suis totalement abasourdi, c'est l'analyse des gens, la plupart des auditeurs dits rebelles, sur ce qui vient de se passer depuis 15 jours, mais en réalité depuis des années avec l'Iran. C'est-à-dire la certitude que comme le Hezbollah, que comme la Syrie, que comme la Libye en son temps, que comme l'Irak en son temps, eh bien ces pays sont capables non seulement de résister, ce qui est le cas d'ailleurs, mais de gagner. Et donc, voilà, il y a un moment où la pédagogie a des limites.
Donc, vous préférez d'autres analyses. Véritablement, si vous voulez entendre des analyses qui vous réconfortent, qui vous rassurent dans vos certitudes, etc., je vous invite à quitter immédiatement cette émission parce que vous n'allez pas être heureux. On va pas avoir les analyses qui vous plaisent et Karl va faire des réflexions sur les gens que vous adorez écouter et vous allez réaliser qu'il se moque de vous depuis des années. Alors, à moins de croire que Karl est un menteur, je crois que vous allez tous tomber de très haut. Il est temps maintenant que vous réalisiez petit à petit la réalité, l'envers du décor, etc. Voilà, ça va pas plaire à certains, donc partez parce que vous aurez envie d'insulter, vous aurez envie de gesticuler. Pourquoi? Parce que il y a rien de pire que de réaliser qu'on a été trompé par des gens qu'on avait fini pour prendre pour des dieux, pour des personnes honnêtes, pour des personnes clairvoyantes, pour des personnes qui essayaient de vous sortir du monde du mensonge et qui vous entraînaient dans un monde de mensonges encore pire. C'est ce que Jésus appelait les marchands du temple. Donc voilà, c'est une introduction, 5 minutes. Il est temps de quitter l'émission, vraiment, parce que vous risquez de souffrir si vous n'aimez pas la vérité et que vous avez envie de personnes qui vous caressent dans le sens du poil. On n'est pas là pour faire de l'audience, on n'est pas là pour faire de l'audimat, on est là pour avoir des personnes qui ont envie d'entendre des analyses, sans concession, sans compromis, sans mensonge, sans faux semblant. On ne tord pas la réalité dans nos débats avec Karl. Voilà, moi je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Trump, mais depuis quelques semaines, il a complètement disjoncté. Vous n'avez qu'à lire encore aujourd'hui les posts d'Elon Musk. Donc, tous ces gens-là dont on voit la photo, qui vous ont expliqué que c'était une combinaison de la crise entre Trump et Elon Musk et que c'était pour sortir les dossiers Epstein, vous avez déjà oublié à quel point il vous avait raconté des conneries. Il y a un mois, vous avez considéré que Alexis Cossette était l'homme le plus intelligent du monde parce qu'il a compris qu'il y avait une mascarade entre Elon Musk et Donald Trump pour faire sortir le dossier, mais qu'en réalité, ils s'entendaient bien, ils s'adoraient. Et là, bizarrement, vous constatez que de jour en jour, le fossé entre les deux est tellement grand qu'encore aujourd'hui, Elon Musk vient d'annoncer qu'il allait créer, il vient de le confirmer il y a quelques minutes, un nouveau parti américain, parce qu'il considère que Donald Trump est le chef des gros porcs. Vous entendez? C'est ce qu'écrit Elon Musk. Il a écrit que Donald Trump était lié au dossier Epstein, et je doute que ce soit pour quelque chose de pas énorme qu'il a écrit ça. Ensuite, il a regretté parce que c'était un peu un coup sous la ceinture. Maintenant, il dit que Donald Trump est le chef des gros porcs. Pourquoi? Parce que l'endettement américain va grossir de 5 000 milliards de dollars avec le nouveau budget de Donald Trump. C'est-à-dire que l'Amérique, qui était déjà en faillite, va être dans un état où il n'y a plus de mots pour l'expliquer. Donc dans la première partie, on devait se demander quel était l'avenir du dollar. Eh bien, avec 5 000 milliards de dettes de plus, on comprend pourquoi les gens sérieux comme Rand Paul, comme Elon Musk, comme de plus en plus de personnes qui étaient des fans absolus de Donald Trump, comme Tucker Carlson, Matt Gaetz, etc., se sont complètement éloignés de lui, parce qu'aujourd'hui, et on l'a entendu dans une vidéo pirate d'une réunion de l'EPAC, il est entièrement entre les mains de EPAC. Et je vous invite à lire cette vidéo sur le site Grayzone, et les bras vont vous en tomber. On n'est plus du tout dans une partie d'échecs à 5 dimensions, on n'est plus dans un espèce de jeu, etc. Tous les gens qui vous disent ça sont de sombres abrutis, sont des menteurs, mais si vous voulez continuer à les croire, encore une fois, dans 2-3 minutes, on va commencer l'émission avec Karl, et on va rentrer dans des vérités qui dérangent. Donc je vous invite à partir tout de suite avant d'entendre ces vérités qui dérangent. Voilà, Karl, je te laisse la parole, on peut commencer. J'ai fait une émission avec Ken Pereira tantôt qui partage en partie ta position, ton analyse. Et ce que je discutais avec lui, Bertrand, c'est que d'aller dire que nous, avec le cessez-le-feu d'il y a quelques jours, que nous tombons dans une ère de paix,
que Trump a tout organisé pour avec ses complices pour sauver le monde de l'hécatombe. Écoute, moi, je considère que le monde n'a jamais été aussi fragile actuellement. On est vulnérable à un méga fake news qui permettrait de enclencher ce que l'État profond cherche depuis longtemps, créer le chaos. Et là, l'attitude de certains qui interprètent l'actualité selon leurs objectifs, c'est qu'actuellement, on nous fait croire que le monde est complètement apaisé grâce à Trump. Et là, j'attends l'arrivée du méchant Iranien, du méchant membre du Hamas, qui va faire soit un attentat dirigé par l'État profond, où ils n'auront même pas besoin d'en solliciter un, ça va se produire tout seul. J'ai l'impression que on est en train, dans ce brouillard de guerre-là, d'orienter la population ou la population qui faisait partie de la résistance, qui se disait éveillée. J'ai l'impression qu'on est en train de les manipuler et un peu comme le joueur de flûte, on amène les gens tranquillement à se soumettre. Ken Pereira parlait tantôt de Palantir. Ken Pereira est convaincu qu'on est en train de préparer une méga fake news justement pour justifier la surveillance à tout crin là, de la population, ce que les complotistes dénonçaient. Et là, vu que c'est fait par Donald Trump, on semble vouloir accepter l'inacceptable. Exactement, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que on a la même chose en France. Il y a des lois sur les migrants ou des lois sur l'euthanasie, où toutes ces lois, elles sont à chaque fois passées par des gouvernements de gauche ou de droite qui sont parfaitement adaptés pour faire passer une pilule qui serait complètement inacceptable. Et c'en est délirant. Mais le truc le plus délirant, c'est quand même l'absence de mémoire. Tu te dis qu'aujourd'hui, quelles que soient les analyses qu'Alexis Cossette fait, et qu'une semaine ou 15 jours après s'avère totalement fausse, les gens ont déjà oublié pour gober la nouvelle analyse. Et toi qui as le courage au Québec de dire l'inverse, tu es insulté. Et moi, évidemment, également insulté. Mais je sais pas comment ils réussissent à tordre les choses pour que ça fonctionne, mais c'en est pratiquement désespérant. De dire que le niveau des personnes est aussi bas, tu comprends pourquoi les hommes politiques se marrent et qui font absolument tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont face à eux, c'est même pas des moutons, quoi. C'est, je sais pas comment on peut appeler ça. Je suis très énervé, tu vois, par tout ça, parce que les personnes vont plonger de folie en folie en croyant être des rebelles bien informés, résistants, etc. Et alors, tu sais, tout à l'heure, on a évoqué les banques en disant, c'est moi qui disais, mais vos banquiers sont pas des voyous. Mais les personnes qui vous ont dit que leur compte en banque était volé, fermé, vous croyez vraiment que si c'était vrai, ils n'auraient pas cité le nom de la banque? Vous croyez pas que c'est quelque chose qu'ils ont dit pour vous donner l'impression qu'il fallait les aider et vous allez tomber pieds joints dedans? Vous croyez pas que si une banque avait fermé le compte de quelqu'un, la première chose qu'il ferait, cette personne qui a des centaines de milliers ou des millions d'auditeurs, ce serait pas de dire voilà, telle banque a fermé mon compte sans aucune raison. Pourquoi ils le font pas? Parce que la banque en question, ça fait des mois qu'elle leur demande d'où vient l'argent qui arrive sur leur compte, et souvent ils sont pas capables de l'exprimer. Et à un moment ils disent bon bah voilà, vous n'avez pas su nous donner des indications pour ça, etc. Nous on considère que le fonctionnement de votre compte il est bizarre. Dans 1 mois ou dans 2 mois on va le fermer. C'est ça la réalité. Mais vous avez envie de gober toutes les conneries qu'on vous raconte, alors continuez à gober les conneries qu'on vous raconte, continuez à croire que quelqu'un se fait fermer son compte en banque et ne dit pas le nom de la banque, parce que si en plus ils se font fermer et qu'ils disent pas le nom de la banque, vous avez vraiment envie de continuer à écouter des gens qui sont même pas capables de vous éviter d'être piégés par une banque qui vous a fait ça. Mais vous n'avez même pas de jugeote, vous qui croyez que c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui n'arrivent pas. Ça n'arrive que si la personne a un comportement sur son compte qui justifie que la banque dise
c'est terminé, on ne veut plus de vous comme client, et il y a des règles, il y a des délais, etc. Que vous le croyez ou non, on est encore dans un pays de droit. La seule raison qui fait que moi, on est venu me chercher avec des menottes, c'est pas que j'étais coupable, c'est qu'il y a des gens qui ont été suffisamment astucieux pour tordre une loi et demander aux policiers de constater que dans le cadre de cette loi tordue, il y avait eu des tweets dans lesquels il y avait des noms ou des prénoms, et qu'il y en avait plus de 2, et donc ça suffisait pour considérer qu'il y avait un harcèlement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y avait un début de preuve, entre guillemets. Ça fait pas de moi un innocent ou une victime, ça fait juste que on reste dans un pays de droit. Et le problème, c'est que de mois en mois, les lois passent et sont en train de supprimer nos libertés. Et pourquoi elles passent? Parce que 90% des gens pensent que Macron est le mec le plus débile de l'univers, et qui regardent les émissions où on voit à Hanoï un avion et Brigitte Macron qui tape Emmanuel Macron, et ils disent, vous voyez, j'avais bien dit, ce mec est un zéro. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que là, ce soir, après avoir vu, tu vois, après notre émission et avoir lu les commentaires, je me dis, mais est-ce que, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas et qui sont nombreux à venir à trouver ça intéressant, parce que si on faisait des émissions pour ce type d'auditeurs, franchement, c'est désespéré, quoi. Bertrand, il y a quelqu'un qui est dans le clavardage actuellement, qui est une belle surprise pour moi. C'est Daniel Brisson, qui est quelqu'un de très impliqué dans l'information alternative au Québec et qui nous donne ce commentaire. Je tiens à le remercier. Puis Daniel, gros respect pour toi d'écrire ce message-là cet après-midi au Québec, en sachant que il peut y avoir des répercussions sur son auditoire. Il dit « Trump n'est pas un sauveur. Il crée en fait une nouvelle doctrine, la doctrine Trump, égale Monroe 2.0. Ça y ressemble, mais avec un twist. D'autres acteurs s'invitent dans le jeu de l'ingérence. Exit le World Economic Forum, l'agenda 2030 ou ONU. La priorité, protéger la souveraineté, point final. À l'avantage des États-Unis, bien entendu. Nous, on va voter Chouni et fait une bonne job. Merci, Daniel. On va, si tu le veux bien, on fera une émission, si tu le veux, ce soir, pour compléter ici au Québec. C'est pour moi là une très, très belle surprise ce soir. Tu le connais pas, Bertrand, Daniel Brisson, mais c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Puis pourquoi je l'aime? Parce qu'il pense pas tout comme moi. Il est déjà capable il a le courage de ses idées. Puis quand ça fait pas son affaire, il le dit quand même si ça rentre pas dans son narratif, c'est un monsieur extrêmement honnête. Moi, je le répète, Bertrand, j'ai connu à Citoyens au pouvoir en 2016 l'équipe des éveillés qui, à l'époque, avait comme slogan en 2016, avant la COVID, le pouvoir du peuple pour le peuple. Pour moi, c'était une phrase très forte et je m'étais engagé dans Citoyens au pouvoir à côté de Alexis Cossette-Trudel. J'y avais offert mes services bénévoles pour m'occuper de sa campagne parce que lui aussi en parlait du pouvoir du peuple, par le peuple, démocratie directe, tous des mots accrocheurs qui, pour moi, si on était capable de remettre le pouvoir au peuple, c'était pour moi un espoir que j'étais prêt à mettre beaucoup d'énergie pour mes enfants, pour les générations futures. Et le hasard a fait qu'on m'a nommé organisateur en chef de Citoyens au pouvoir, et je le savais pas à l'époque, mais ce groupe-là, d'Alexis Cossette-Trudel, et je pourrais en nommer d'autres, là, il y a Stéphane Blais qui est connu un peu en France aussi, le chef qui était l'ancien chef de Démocratie directe. Et j'ai trouvé mon expérience très enrichissante. Aujourd'hui, je remercie la Providence de m'avoir fait vivre cette épreuve-là, parce qu'à l'époque, c'était pas nécessairement tout beau. Je militais et j'avais pas nécessairement les reins financiers très solides, mais j'avais accepté de faire ces sacrifices-là parce que pour moi, il y a urgence dans la demeure. Toi, je t'ai connu pendant la COVID où tu as quitté toutes tes occupations pour te consacrer à l'information parce que tu sentais qu'il y avait urgence à ce niveau-là, qu'on se faisait manipuler.
Et quand la COVID a commencé, tout ce groupe-là de citoyens au pouvoir qui cherchaient un os pour rayonner dans la politique québécoise, la COVID leur a fourni une occasion de rêve. Et j'ai pu regarder de loin comment ces gars-là se sont pris pour prendre le leadership du mouvement de résistance. Et c'est là que des gens en privé me contactaient et m'informaient un peu de la nature des personnages de citoyens au pouvoir. Et j'ai découvert, en France, le sujet est beaucoup plus connu qu'au Québec. C'est tout ce qui entoure le phénomène de la franc-maçonnerie, du nébrit, et tous ces groupes occultes qui contrôlent la population de façon insidieuse. Et pour terminer ce volet-là, Bertrand, il y a ici un politicien très populaire qui, à l'époque, faisait de l'information alternative. Il s'appelle Richard Lehir. Et lui, un mois avant de nous quitter, avait affirmé qu'au référendum de 95, Richard Lehir était le ministre de la restructuration économique si le oui l'emportait. Et il avait affirmé que le camp du non, qui était contre la souveraineté du Québec, n'était pas au Parti libéral, mais bien au bureau du consulat israélien à Montréal. Et ça m'avait allumé énormément. Et là, j'ai réussi à faire des liens parce que tout le groupe où on m'a nommé organisateur en chef, là-dedans, il y en a que je connaissais très bien, mais que je connaissais pas leur passé. Et quand on a décidé, parce qu'on a essayé de toutes les façons de mettre le signe de pièce pour que je puisse que je me serve de mon expérience d'organisateur politique pour mener à terme leur projet. Et on m'a demandé tout de suite de faire toutes sortes de magouilles qui, en public, on les dénonçait, mais en privé, on se faisait un plaisir de reproduire ce qu'on dénonçait. Et c'est là que j'ai mis certaines réserves. Et là, à un moment donné, ils ont conclu après 1 mois et demi en poste. Et je te fais fi de bien des histoires qui ont soulevé mon inquiétude. On avait décidé de me congédier parce que j'avais pas livré la marchandise. Et là, c'est de voir la réaction de tous les autres embarqués dans ce manège, des gens qui me connaissaient pas ou des gens qui me connaissaient un peu. Et on m'a viré le dos. On a voulu vraiment me mettre de côté. Et ce qui m'avait surpris beaucoup, citoyen au pouvoir, quand on m'a nommé, on a essayé de me promettre toutes sortes de postes que j'ai dit non, je fais pas ça pour avoir un job, je fais ça vraiment pour mes enfants. Et Alexis Cossette-Trudel c'est quelqu'un à qui j'avais offert mes services gratuitement. Et je me serais attendu à avoir un téléphone en privé suite à ce congédiement-là pour me dire, regarde, Carl, on est en campagne électorale, je peux pas parler contre mon chef, je partage pas tout à fait son opinion, je tiens à te remercier de ce que tu m'as offert. Malheureusement, on pourra pas terminer la campagne ensemble, mais je tiens à te remercier. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait un post. Il a repris le post à Stéphane Blais. Stéphane Blais, à l'époque, il a pris le soin d'annoncer publiquement mon congédiement. Et Alexis a publié sur sa page Facebook, sur son Twitter, l'annonce de Stéphane Blais. Et moi, j'étais pas au courant de ça. Et quand je suis arrivé à la maison ce soir-là, je voulais pas amener, je venais de me faire congédier à Citoyen au pouvoir. J'avais des difficultés financières à l'époque qui faisaient que ce salaire-là, je n'aurais eu de besoin, mais j'acceptais la décision. Mais là, j'ai dit, Alexis, j'arrive à la maison, puis je me fais poser la question, Carl, ça va bien? J'ai dit oui. Puis je voulais pas amener cette merde-là à la maison ce soir-là. Je trouvais que c'était assez. Et là, on m'a dit, t'es sûr? Parce que cette personne-là suivait Twitter et par hasard avait pris ce Twitter-là d'Alexis, qui a pris soin d'effacer tout de suite après. Quand j'ai su la nouvelle, Bertrand, je l'ai appelé tout de suite en personne. Et je lui ai demandé si, effectivement, il avait participé à comment on dit ça, à cette purge-là. Et il a nié à 3 reprises qu'il avait publié cet article-là. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai l'information très solide que tu l'as fait. Ça fait 3 fois que tu me dis non. Ça fait 3 fois que tu me mens.
pour moi, c'est terminé. Et j'ai jamais reparlé à Alexis depuis ce temps-là. Et là, par la suite, j'ai découvert tous les liens de Stéphane Blais avec le club Kiwanis. Avez-vous ça en France, le club Kiwanis, très relié c'est un peu le club école de la franc-maçonnerie. Des membres avec qui je faisais de la radio, qu'on m'a appelé, on a dit, hey, lui, il est 3e degré franc-maçon. Donc, c'est là que j'ai réalisé jusqu'à quel point on est facile à pénétrer, que même si on a des bonnes intentions, l'état profond est partout et nulle part en même temps. Et j'ai appris beaucoup. Et ce qui me permet aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'apprécier ton regard, Bertrand. Ça vient m'aider ici au Québec de dire aux gens, écoutez, il faut toujours se méfier. C'est pas parce qu'on est un média indépendant qu'on est libre de toute influence. Et il faut juste en être conscient. Moi, j'ai appris en histoire qu'il faut évaluer nos sources quand on fait une recherche. Il y a des sources qui sont moins bonnes que d'autres, mais on doit considérer l'ensemble des sources qu'on a avant d'émettre une opinion. Il faut pas les choisir selon notre narratif, puis selon vers où on veut amener des groupes sur des projets qui en fait ont rien à voir avec le peuple. Et c'est ça que j'ai réalisé à cette époque-là. Puis quand je les ai vus prendre le leadership de l'opposition face au COVID, et que là, ces gars-là ont profité de beaucoup. Ils ont eu le courage de le dénoncer, mais en même temps, quand on se met à regarder, puis quand on les connaît, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, puis comment ils ont opéré là-bas, écoute, ils ont découvert là une manne. Il y a beaucoup de gens qui étaient désespérés et ils se sont mis à leur vendre de l'espoir. Je me rappelle, Stéphane Blais avait dit, quand on avait obligé le port du masque, il avait dit aux résistants, portez-les pas le masque, c'est une mesure inconstitutionnelle, puis il dit, avec ma fondation, je vais vous défendre, puis on va réussir à casser ça. Écoute, ça n'a jamais eu lieu. Et là, aujourd'hui, la fondation fait venir des gens ici au Québec pour renforcer l'idée qu'ils sont là pour nous informer et ils sont toujours là à surveiller. Ils sont toujours là à si ça convient pas à leur narratif qu'on puisse les exclure. Mais écoute, et c'est pour ça que... Non, mais surtout, tout à l'heure, quand on en a parlé, tu m'as raconté des anecdotes, tu m'as dit... par rapport aux voitures luxueuses qui s'achetaient cash, etc., dont peut-être les personnes qui écoutent n'ont pas conscience, tu peux raconter ça. Et l'autre chose, en disant, par exemple, que pour parler de Gaza, ils invitaient, ils faisaient prendre l'avion, etc., André Berkoff, Idriss Aberkan et des gens comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce que tu m'as fait comprendre, et moi-même j'étais loin d'imaginer ça, c'est qu'en fait, c'était une mafia transnationale. C'est-à-dire que les uns se renforcent les autres et surtout qu'en fait ils ont tellement d'argent qu'ils sont capables de payer des billets en business ou en première classe, que les personnes arrivent, qu'ils ont un chauffeur pendant 3 jours, qui sont dans des 5 étoiles et qui touchent des 20 ou 30 000 euros pour venir passer pendant 2 jours. J'avais les bras qui tombaient, moi. C'est délirant. Enfin, et tout ça en donnant l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils n'ont pas beaucoup de ceci, pas beaucoup de cela, mais en revanche ils n'ont pas les moyens de payer des fleurs sur la tombe de Bénécé, et aucun d'eux n'y allait. Alors qu'ils étaient très contents, qu'ils bossent à l'œil pour eux pendant des années, mais pour envoyer des fleurs pour ses obsèques, alors là, il y avait personne. Mais j'avais déjà vécu ça. J'étais allé aux obsèques de Stéphane Gaillet et de tous les gens qui étaient sur Twitter et qui se disaient amis, etc., ou qui avaient fait des émissions avec lui, ce qui n'était même pas mon cas. Eh bien, moi, j'y étais et il y avait personne d'autre. Il y avait même pas ceux qui étaient censés être ses meilleurs amis parce qu'ils n'ont pas su changer leur programme pour venir une journée pour lui. Et juste pour l'anecdote, pendant tout le temps où j'étais à mon pèlerinage, Stéphane passait son temps à m'envoyer des messages, me demandait de mettre des cierges, de faire des prières pour lui, de lui envoyer. On avait plein d'échanges. Et il me disait, tu peux pas savoir comme je suis seul. Et moi, je peux très bien imaginer l'état d'esprit d'autres personnes qui passaient leur temps à aller d'une émission à l'autre, d'un don de leur temps à l'autre. Et quand ils ont découvert que ces gens étaient pleins d'argent, mais lui donnaient peau de balle
pour l'importance qu'il avait eu pour leur permettre d'accéder à un certain niveau de notoriété. Parce que c'est ça la réalité des gens comme Éric Dénessé. Il donnait son temps, il était le matin sur telle matinale, à midi sur une autre, le soir sur une autre, et ainsi de suite. Et quand lui, il a dit, les gars, vous pouvez m'aider, eh ben les mecs, ils ont fait ça, et ils ont même pas mis une fleur sur sa tombe. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été presque une malédiction. Bertrand, Madame Lachance qui dit Carl Brochu, je suis déçu que tu penses que que tu penses cela de la fondation de Stéphane Blais. Je l'ai connu personnellement, Stéphane Blais. Je peux vous dire que le gars, ce qu'il vous montre en public, c'est pas la même chose qu'en privé. Et ça, pour moi, ça a été très significatif. Et ça a été parler. Je pourrais vous faire une émission sur les anciens candidats de citoyens au pouvoir, où il criait à tue-tête pouvoir au peuple, par le peuple, démocratie directe, puis il dénonçait les gouvernements puis l'État profond. Et quand je l'avais en rencontre, me demandait toutes sortes d'opérations les plus farfelues les unes que les autres. Et illégal. Et après l'élection de 2016, il y avait des statuts à citoyens au pouvoir. Et quand on dit démocratie, pouvoir du peuple par le peuple, il s'était créé beaucoup d'ennemis pendant la campagne. Plusieurs de ces candidats ont été très déçus de M. Blais. Et il a modifié. Là, il a décidé qu'il allait prendre en main la démocratie. Il a décidé unanimement de transformer les statuts du parti. Puis là, il a dit, écoutez, là, il dit, avant de devenir membre, vous allez signer un papier disant que vous acceptez tous les termes des nouveaux statuts. Puis, si vous les acceptez pas, ben, on vous accepte pas comme membre. Wow! Toute une démocratie, ça. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'il prônait. Et à un moment donné, ils deviennent tellement sûrs de leur façon de faire qu'ils se permettent tout et n'importe quoi. Et écoutez, je suis déçu de vous décevoir, mais moi, je peux vous dire que je l'ai connu de l'intérieur. Et j'ai connu tout ce groupe-là. Et quand je les ai vus apparaître comme étant les leaders de la COVID, j'ai dit, on verra jamais le bout du tunnel. La Fondation ne travaille pas actuellement pour obliger le gouvernement à sortir la vérité. On fait venir des invités d'un peu partout dans le monde, effectivement. On se sert de leur popularité pour venir mousser ici un mouvement qu'on a beaucoup de misère à comprendre le but final de ça. Et désolé si je vous déçois, mais je les ai connus, puis je sais de quoi ils sont capables. Et là, est arrivé cette semaine, et là, c'est là j'ai dit, je vais avoir beaucoup de questions à poser à Bertrand. Moi, le premier, j'ai dit, je prendrai pas ça pour du cash. Bertrand, tu dis que l'Iran est en difficulté et que ce qu'on a annoncé de la mort, tu m'avais dit ça, qu'on avait tué plusieurs généraux. Bien, Alexis Cossette-Trudel est arrivé cette semaine, puis j'avais vu des gens qui m'en parlaient aussi. On a dit, hey Carl, on a vu réapparaître des généraux qui étaient supposés d'être morts, et là, on les voit réapparaître. Et Alexis a repris cette nouvelle-là, et je veux de le faire entendre. On l'a écouté ensemble tantôt, mais je veux le faire écouter aux gens pour qu'on puisse en débattre tout le monde. Donc, je vous ai réservé la partie où il parle justement de ces meurtres qui, selon lui, n'ont pas eu lieu. On l'écoute. Le fait qu'il n'y avait pas de dommages alors qu'Israël annonçait des gros dommages. Et ils avaient une raison de le faire pour justifier plus de frappes encore, mobiliser l'opinion, etc. Mais je pense pas qu'il y ait dommage. Je pense que c'était pas convenu avec Israël. Je pense que l'Iran a simplement fait preuve de retenue dans sa réplique. Il n'a pas utilisé les armes qu'il aurait pu utiliser. Il n'a pas révélé sa position. C'est comme un sniper. Là, tu ne révèles pas ta position. Tu tires un petit peu, pac, 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 pour... et finalement... a joué de façon extrêmement subtile ce jeu-là contre Israël. Et là, il y a plusieurs notamment de ces généraux, regardez ici, là, on annonçait la mort de plein de généraux et de scientifiques. These are the Iranian generals and scientists killed by Israel. Voici la liste des généraux et des scientifiques tués par Israël. BBC, qui étaient les commandants iraniens qui ont été tués par Israël? Or, les principaux commandants qui avaient été annoncés morts se retrouvent finalement vivants. On a-tu bien compris
Non, mais moi, si tu veux, je trouve ça tellement hallucinant qu'il raconte ça en parallèle des obsèques des personnes en question, où il y a des grandes bannières en hommage à eux dans tout Téhéran, dans toutes les grandes villes, où leur cercueil circule avec les dépouilles des gens dedans pour le dernier hommage. Donc on voit les corps. Donc sur une liste, il y en a un qui avait été annoncé mort par le Time of Israel et par le New York Times. Tous les autres ont été annoncés morts par l'Iran, puisqu'il a dit il est mort et on l'a remplacé par un tel. Et Alexis Cossette-Trudel, qui manipule tellement ses auditeurs, il ne dit jamais que l'Iran a annoncé beaucoup de morts et a annoncé le nom des remplaçants. Parce qu'il est là pour vous tromper. Il vous parle d'une personne qui a été annoncée mort par le Time of Israel et par le New York Times et qui a été vue vivante, mais qui évidemment, lui, n'a jamais été annoncé mort par l'Iran, n'a jamais été annoncé mort par les médias russes, n'a jamais été annoncé mort par aucun média turc ou les gens qui suivent vraiment. Il vous prend pour des truffes. Ce week-end, il y a eu la confirmation que les 22 plus grands généraux des états-majors iraniens ont été enterrés. C'était leur enterrement ce week-end avec des grandes célébrations partout en Iran. Et en Iran, il y avait 10 grands scientifiques nucléaires. Sur les 10 plus grands scientifiques, il y en a 9 qui ont été tués. Et il y en a un seul qui a réussi à s'échapper au dernier moment. Et lui a réussi à s'échapper. Malheureusement, sa famille n'a pas réussi à s'échapper. Parce qu'il faut savoir que contrairement à ce que raconte Alexis Cossette-Trudel, la technique qu'a utilisée Israël pour tuer les généraux, c'est pas de les tuer avec des avions et des missiles, ça s'est fait localement. Et il y a beaucoup de sites qui ont montré les images, c'est-à-dire qu'il y avait des gens liés au Mossad ou autres qui avaient des manpads, qui ont utilisé des drones. Ils ont utilisé la même méthode qui avait été utilisée à Téhéran il y a quelques mois pour tuer Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, alors qu'il était dans un hôtel pour les grands personnages et il était là pour l'inauguration du nouveau président iranien. Et par ailleurs, il dit, et il va vous raconter que, évidemment, les Iraniens étaient pas chez eux, etc., etc. Donc, il vous ment, puisqu'ils ont vraiment été tués, c'est confirmé par l'Iran, et ils ne réapparaîtront pas vivants. C'est pas Michael Jackson, c'est pas Hitler qui réapparaît, etc., etc. Ils sont vraiment morts. Les Iraniens l'ont confirmé, tout le monde l'a confirmé. On a les corps, on a tout ça. Et simplement, la veille, Donald Trump et Vance, la veille du 12 juin, envoyaient des signaux à l'Iran en disant on continue à négocier. Et même J.D. Vance disait on ne comprend pas pourquoi Israël veut nous envoyer dans la guerre. Et finalement, ils ont bombardé la nuit même. Et j'imagine que beaucoup de personnes qui écoutent Alexis Cossette, en revanche, ne sont pas au courant de ces informations, puisque sur 5 minutes, il décrit pendant 4 minutes comment tirer un sniper. Il ne donne que des informations fausses, mais qui ont l'air très convaincantes parce qu'il a conditionné avec son image du sniper. Mais quelques jours plus tard, qu'a dit Donald Trump? Il a dit que ces attaques, elles avaient été entièrement concertées avec Bibi et qu'elles étaient tellement concertées que la communication qui avait été faite pour troubler les Iraniens faisait partie de ça pour obtenir les résultats extraordinaires qui ont été obtenus. Trump l'a reconfirmé sur Truth Social il y a 2 jours en insultant l'ayatollah, en disant vraiment vous avez rien compris, on est trop gentil avec vous, vous êtes vraiment nuls, vous êtes un pays à genoux, vous êtes morts, j'ai essayé d'être sympa pour pas vous détruire plus, et c'est pour ça que j'ai demandé aux Iraniens de pas vous envoyer, aux Israéliens de pas vous envoyer le coup de grâce en faisant revenir les avions israéliens qui partaient pour complètement détruire les abris et les dernières installations à Téhéran. Mais évidemment, vous êtes tellement persuadés quand vous écoutez Alexis Cossette qu'en réalité Trump fait ça pour détruire Netanyahou et Israël que vous n'êtes même pas capable de lire ou de rechercher ce que dit et ce que fait Donald Trump, qui fait l'exact inverse de ce que vous raconte Alexis Cossette. Donc là, prenez votre temps, allez vérifier, regardez les images des obsèques, regardez les images des bannières, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de résurrection, qu'aucune des personnes qui ont été annoncées mortes au fur et à mesure par les Iraniens est remplacée au pied levé par les personnes qui étaient disponibles, dont certains ont été tués dans la foulée.
Voilà. Donc vous avez vu une personne qui avait été annoncée morte par un média américain et un média israélien et qui est revenue. Là, peut-être que vous pourriez imaginer que c'était un piège justement dans lequel sont censés tomber les gens comme Alexis Cossette et qui est tombé à pieds joints dedans. Ça, peut-être que si vous mettiez à penser de cette manière, vous seriez peut-être un peu mieux informé. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on voit les paroles d'Alexis Cossette depuis des années, qui vous a expliqué qu'il allait avoir des raids la semaine prochaine et qu'Hillary Clinton allait être enfermée, que les chapeaux blancs contrôlaient les États-Unis, que Epstein n'était pas mort, que il vous raconte n'importe quoi depuis 3 ans. C'est quasiment impossible de faire la liste de toutes les conneries qu'il vous a racontées. Évidemment, ça l'a rendu célèbre. De temps en temps, il met une petite vidéo sympa qui fait larmoyer, un petit sourire, où il vous a décrit comment fonctionnait un sniper. Bon ben voilà, moi je veux plus entendre parler de lui. C'est vrai que je t'ai dit, Karl, quand tu as voulu mettre des images, que moi ça me donnait de l'urticaire. Parce que ce niveau de manipulation du public, c'est typiquement pour ça que je suis venu. C'est pour essayer de dire aux gens, apprenez à écouter la vérité. Et quand quelqu'un vous ment comme ça, à longueur de journée, vous convainc de choses totalement absurdes et tellement loin de la réalité à longueur de journée, arrêtez d'écouter. Sur 20 informations qui ment, il va désespérément essayer de trouver une brindille qui va pouvoir justifier qu'en fait, en tordant les choses, il avait peut-être raison, mais en faisant surtout gaffe à ce que vous ne voyez pas les 20 informations qui montrent que ce qu'il dit est une connerie. Ce week-end, partout en Iran, il y avait les obsèques des 20 plus importants généraux iraniens. De la même manière que Soleimani a été tué en 2020, on l'a toujours pas revu vivant, mais peut-être que vont vous expliquer qu'il est vivant, mais qu'il est caché et qu'il continue à être très important. Niforoucham est mort avec Nasrallah. Il est vraiment mort. Peut-être qu'on vous a expliqué qu'il n'était pas mort, mais de toute façon, je doute que les personnes qui vous racontent ça sachent même qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Niforoucham et qui était le remplaçant de Soleimani, un général très important. De la même manière, il y a 7 généraux qui sont morts quand le consulat iranien a été bombardé en Syrie. Et que tout ça explique la chute du Hezbollah, la chute de la Syrie et les problèmes de l'Iran. De la même manière que si je vous dis que l'Azerbaïdjan, qui était le pays d'où avait décollé Raisi, est également un pays qui a laissé passer les avions israéliens pour aller bombarder Téhéran, parce qu'en fait, ils sont passés par la Syrie, par l'Arménie, par l'Azerbaïdjan pour aller bombarder l'Iran. Alors bon, il faudrait regarder une carte de géographie pour vous en rendre compte, mais ça, ce sont les informations exactes. Et pourtant, l'Azerbaïdjan avait promis main sur le cœur qu'il n'était pas du tout impliqué dans tout ce qui se passait. Bon, il se trouve que les radars russes et les radars iraniens ont réussi à comprendre exactement comment ça s'était passé. Et donc, l'Iran sait qu'elle est complètement encerclée par des pays qui n'ont qu'une envie, c'est de grignoter l'Iran, de dépecer l'Iran, exactement comme ça s'est passé avec la Yougoslavie. En ce moment, l'Iran n'a pas d'amis autour de lui, et avec le président qu'ils ont, ils n'ont pas négocié un accord de défense, ni le nouveau président, puisque l'ancien voulait négocier ça, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Ça, c'est la réalité. La Russie et la Chine auraient sans doute bien voulu aider un Iran qui avait envie d'être aidé, mais manifestement, en Iran, il y a des gens qui ont peut-être d'autres idées en tête. Voilà, ça c'est la réalité. Maintenant, écoutez Alexis Cossette autant que vous voulez, insultez-moi autant que vous voulez si ça vous fait plaisir, ça ne changera pas la réalité, c'est comme ça. Maintenant, il y a eu des centaines de missiles qui ont été tirés d'Iran vers Israël. Il y en avait déjà eu 2 fois avec les True Promise. À chaque fois, les Iraniens ont dit qu'ils avaient fait des dégâts considérables. À chaque fois, les Israéliens ont laissé entendre que c'était peut-être vrai, histoire d'obtenir des milliards en plus, histoire de dire, vous voyez comme l'Iran est dangereux. Aujourd'hui, leurs missiles balistiques peuvent atteindre Israël, mais demain, ils pourront atteindre Paris ou New York. Aidez-nous à complètement détruire ce pays. Donc, ça vous a peut-être pas traversé l'esprit que c'était une stratégie pour diaboliser l'Iran et que plus de pays se focalisent. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que en écoutant les médias aux États-Unis, les médias en Europe, tous les médias ont dit, voilà, les Iraniens sont très dangereux, il faut arrêter leur programme nucléaire, arrêter leur programme balistique, arrêter tout. Mais voilà, moi j'ai essayé de proposer cette analyse tous les jours, je l'écris dans les lettres, je me suis fait insulter des centaines de fois, vous êtes en train chaque jour de réaliser qu'on va s'approcher très malheureusement de ce résultat, parce que tout le monde est tombé, y compris en Iran où ils avaient été décapités de piège en piège. Et je dis juste également qu'un pays qui est si fort, comment est-ce que vous expliquez que l'ayatollah de ce pays si fort
et dans un bunker comme Ben Laden, ne fait aucune déclaration en direct, ce ne sont que des déclarations filmées en différé, et que pour l'instant, personne n'a accès à lui, que les ministres font des déclarations qui sont contradictoires les uns les autres, et que le président iranien qui a remplacé Raisi passe son temps au téléphone avec Emmanuel Macron, qui d'ailleurs se vante de parler chaque jour avec le président iranien. De la même manière qu'il essayait de parler chaque jour avec Poutine jusqu'au début de l'opération spéciale, où il a montré qu'en fait, il était le principal ennemi de la Russie. De la même manière qu'il montrera la même chose avec l'Iran de plus en plus au fil du temps. Et c'est là aussi que ça m'interpelle. Il dit qu'on est maintenant tombé dans une ère de paix. Il y a eu un cessez-le-feu et Trump aurait réglé en sous-main et avec l'Iran, entre autres et autres, aurait réglé le problème du Proche-Orient. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Et là, avec ce commentaire-là, Carl, est-ce que Sylvain Ferreira, qui est d'accord avec l'analyse d'Alexis, est un imbécile? Je ne connais pas la position de Sylvain Ferreira. Je lui parle de temps en temps. Je vais vérifier auprès de lui. Parce que ça, c'est gros de dire ça. Il est d'accord avec l'analyse. L'ensemble de l'analyse ou quelques points, il faudrait préciser. Et l'autre chose, c'est... je connais pas l'avis de Sylvain Ferreira, mais je connais l'avis des dernières heures du colonel Douglas McGregor, qui semble avoir quand même des bonnes sources et des bons contacts, et qui dit que suite à la guerre de 12 jours, que la guerre est maintenant hors contrôle, que c'est Netanyahou qui mène. Ça fait longtemps qu'on le sait que Netanyahou a plus d'influence que le président Trump. Donc, vous voyez, les partisans de Trump, je lance pas la pierre à Donald Trump, mais de là à penser que la situation en main et que le plan se déroule comme prévu, attention, là. Attention, là. Moi, ça m'apparaît très, très hasardeux. Et, mais surtout, Carl, et c'est important, bon, il y a toujours autant de cons dans le chat, donc si tu veux pas les nettoyer, je vais... Voilà. Non, on va les nettoyer. Et parce que là, oui. Mais juste... Non, on va le non, parce que ça m'intéresse pas, mais il y en a plein, là, je regarde pour vérifier, parce que mais les gens sont incapables. Ils sont là uniquement pour polluer les chats. Et pour dire que, enfin bref. Donc, juste pour revenir à ça, si Trump avait le contrôle des choses, la chose qui devrait être le plus important pour n'importe quel humain sur Terre, n'importe quel humain qui se prétend chrétien, catholique ou de n'importe quelle religion, c'est d'arrêter le génocide de Gaza. Ça devrait être la préoccupation. Celui qui a la main, comme dit Donald Trump, il devrait arrêter ça. Il en est incapable. Il donne des délais. Alors, il dit, j'ai convoqué la semaine prochaine Netanyahou. Donc, il annoncera la semaine prochaine que Netanyahou va arrêter. Mais d'ici là, ils vont continuer à détruire complètement, à tuer complètement et à affamer les civils de Gaza, l'ensemble des citoyens de Gaza, qui se font même tirer dessus quand ils vont chercher des sacs de farine ou des sacs de riz. Ça, c'est la réalité tous les jours. Des gens qui sont brûlés, tous les jours des gens qui sont amputés, tous les jours des vies qui sont détruites. Ça, c'est la vérité de ce qui se passe. Trump était très fier, juste avant qu'il prête serment, juste avant son inauguration, de dire « j'ai réussi à obtenir un cessez-le-feu à Gaza ». Personne d'autre n'a réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? À peine après, Netanyahou a fait exactement ce qu'il voulait, et Trump le laisse faire parce qu'il n'a pas la main. Parce que Netanyahou le contrôle avec les PAC, et je reviens à cette vidéo que je vous invite tous à regarder, et qui explique comment les PAC contrôlent et anticipent toutes les décisions que pourrait prendre Trump et qui embêtent le régime sioniste et génocidaire qui est à la tête de Tel Aviv. Ces gens-là savent en permanence, avant même que Trump l'exprime, ce qu'il va faire, dans quelle direction il va, et l'ensemble des membres de son gouvernement sont, pour ainsi dire, sur écoute. Et c'est ce que Kennedy avait annoncé. C'est ce que Kennedy avait prévu en 1961. Il voulait faire en sorte que l'EPAC soit considéré comme un agent étranger. Je te rappelle que Trump, pendant tout son mandat précédent, tout le monde lui a pourri la vie parce qu'il était censé être espionné et influencé par la Russie. On sait très bien que c'est faux. Mais personne ne va jamais l'embêter parce qu'il est entièrement une marionnette d'Israël. Et comme les gens sont fans de ceci ou cela, ils ne veulent pas le reconnaître. Moi, j'en veux pas à Trump d'être tombé là-dedans.
N'importe qui pourrait tomber là-dedans. Qui a envie de se prendre une balle dans la tête ou de mourir pour essayer de sauver quelques personnes? Bah, pas grand monde. Et il y a des gens qui sont prêts quand même à faire ça. Il y a des gens qui ont une forme d'intégrité. Bon, bah, on se rend compte que Trump fait des calculs différemment. Pour l'instant, il laisse mener un génocide qui est chaque jour plus mortel et plus morbide qu'il l'a été depuis 2 ans. Et il ne change absolument rien. Il n'en parle même pas. Donc, que tous ceux qui pensent qu'il est en train d'essayer de sauver un tel ou un tel, il est juste en train de faire semblant de contrôler quelque chose, alors qu'il ne contrôle rien. Les pays européens ont fait absolument ce qu'ils voulaient pour continuer la guerre contre la Russie. Donc Trump essaie d'expliquer qu'en fait, si ça continue comme ça, c'est pas la faute des Européens qui vont bananer, c'est la faute des Russes. Parce qu'il sait très bien que pour les électeurs américains, c'est plus facile d'accuser les Russes que d'accuser le roi d'Angleterre, Emmanuel Macron et tous ces gens-là qui sont présentés comme des stars par les grands médias américains. Il faut imaginer à quel point ces gens-là sont adulés par les médias américains qui sont évidemment contre Donald Trump. Et donc, Donald Trump essaie, pour des raisons électorales, de conserver, entre guillemets, un semblant de contrôle, sauf que tous les gens fiables, le congressman Massey, le sénateur Rand Paul, et je pourrais faire une liste hyper longue, tous ces gens-là ont abandonné Trump et votent contre lui. Bientôt, ce sont les démocrates de l'État profond et les faucons qui seront les plus grands soutiens de Trump, parce qu'il fait exactement ce qu'ils veulent. Trump est devenu le meilleur ami de Lindsey Graham. Donc, intéressez-vous à qui est Lindsey Graham. C'est le plus grand faucon de l'histoire américaine. C'est, entre guillemets, le meilleur ami de Netanyahou. C'est celui qui considérait qu'il fallait que les Ukrainiens se battent jusqu'à leur dernière goutte de sang. C'est celui qui considérait, à l'époque d'Assad en 2011, un peu comme Laurent Fabius, qu'il y avait des terroristes qui faisaient un bon job. Depuis, on a découvert, parce que Netanyahou l'a dit face caméra, qu'évidemment, Israël et le Mossad avaient toujours considéré qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, même s'ils n'étaient pas fréquentables, qui faisaient du bon boulot dans l'intérêt d'Israël. Je ne sais pas si vous imaginez tout ce que ça veut dire. Il y a énormément de personnes qui disent qu'en fait, le nouveau régime en Israël, en fait, est plus ami du régime de Tel Aviv que de tous les autres régimes qui existent dans la région. Et on n'a pas de mal à le comprendre, puisque les tanks, les chars, etc., israéliens avancent en Syrie, ont pris le contrôle des barrages et des réserves d'eau au sud de Damas, mais ils n'ont pas bougé le petit doigt. Ils sont en train de se faire conquérir leur pays et ça ne les dérange pas. Mais à part ça, oui, Trump est en train d'essayer d'affaiblir Netanyahou parce que Alexis Cossette vous l'a expliqué. Mais ouvrez les yeux, il vous dit n'importe quoi tout le temps. Et écoute, c'est un spécialiste de la sémantique. Il connaît le poids des mots. Il y a, je crois, un doctorat à ce niveau-là. Donc, effectivement, il est capable d'interpréter des événements et de l'orienter selon son narratif. Et ça, je suis pas le seul qui dénonce ça ici au Québec. Et ça fait en sorte que la résistance devient ultra partisane et complètement fermée à toute autre analyse. Tous ceux qui osent en parler différemment ne comprennent rien ou cherchent à diviser la résistance. Et c'est pas ça du tout. Et quand il nous dit qu'on tombe dans une ère de paix, ben moi je partage pas son opinion. Moi je pense que l'humanité est encore très très fragile actuellement. On est sur le bord d'un chaos et de nous sortir des analyses de la sorte. Eh bien là ça crée la montagne russe. Là tout le monde est apaisé. Trump a la situation en main. Il a tout fait pour la paix. Donc, on doit l'écouter. Et là, quand va arriver la fake news, quand va arriver l'Iranien qui est en train de manger un bébé israélien dans une couveuse à quelque part, c'est clair qu'on va se déchaîner. Et là, on va pouvoir embarquer tout le monde dans le même bateau du chaos. C'est ici la conscience du peuple de Isabelle Guérard et de Stéphane Guy en parle depuis longtemps. Comment on se fait charmer par ces joueurs de flûte là qui
qu'on doit à tout le moins avoir le droit de questionner. Puis moi aussi, Bertrand, ça m'impressionne pas les insultes. Puis comme là, tu me donnes l'habitude de les éliminer. Avant, je les éliminais même pas. Moi, je les laissais faire. Puis des fois, je trouvais qu'ils faisaient la preuve de leurs limites. Puis sans qu'on ait à faire du travail. Mais c'est ça. Je respecte. Parce que quand tu viens, moi je le vois là en ce moment, on n'a pas affaire à des gens là, qui viennent et qui remettent en question ta position. Là, on a affaire à des groupes. Parce que là, ça sort là dans les commentaires et autres. Et je constate que c'est rendu un sport là. Et là, moi aussi là, je veux mettre fin. Puis on va avoir un petit congé cet été là. Je vais prendre congé là au mois de juillet. Et vous pourrez tranquillement écouter ceux qui vous apaisent. Parce que c'est l'autre reproche qu'on te fait, Bertrand, c'est que tu fais peur au monde. Et tu me l'as dit, la vérité n'est pas là pour rassurer le monde. Hein? Mais je vais te dire une chose. Je viens de faire une conférence à Strasbourg. J'en ai fait une à Paris le lendemain. Donc j'avais un groupe de personnes qui, pour la plupart, me connaissaient pas, qui avaient été embarquées là par des personnes sans savoir. Ça a duré 4 heures. Donc d'ailleurs, j'ai tout enregistré. Donc il va y avoir 3 épisodes. J'ai déjà mis un et demain ou après-demain, je mettrai le 2e et ainsi de suite. Et les gens m'ont dit, mais vous pouvez pas imaginer comme ça m'a fait du bien de vous entendre, parce que là, je sens que je comprends les choses, que je sais ce qu'est la vérité. Ça me dérange, mais vous êtes vraiment allé dans le détail, vous avez répondu aux questions, vous nous avez permis de comprendre, etc. Parce qu'en fait, il suffit que les personnes viennent avec l'idée d'écouter et pas avec l'idée de critiquer, parce que ça sort de leurs idées, pour se rendre compte que c'est pas grave de constater que la situation de l'Iran, elle est pas bonne. De toute façon, depuis le début, l'avenir de l'Iran, il dépend pas de l'Iran, il dépend de la bonne volonté de Donald Trump, de l'honnêteté de Ben Salman et de l'attitude de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. Donc nous, de toute façon, nos commentaires, que l'Iran ait fait mieux que ce que je crois ou qu'ils aient fait moins bien que ce que je crains, ça ne change rien. Leur avenir, il est plus entre leurs mains, puisqu'ils sont même pas capables d'avoir une voix qui est cohérente, et ils ont un président qui manifestement joue contre son camp, comme plein de présidents aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui vient du monde médical, c'est quelqu'un qui est un chirurgien, qui a passé sa vie dans des colloques partout dans le monde, dans des grands hôtels, invités, etc., qui est un fan de l'Occident et qui a décidé de ne pas signer un accord de défense qui pourtant avait été préparé par son prédécesseur et les Russes, sous prétexte qu'Emmanuel Macron et d'autres lui ont expliqué que comme la Russie était le pays le plus sous sanctions, si l'Iran voulait sortir des sanctions, il fallait que l'Iran se distancie des Russes. Eh bien, il a préféré se distancier des Russes, comme d'autres avant lui, qui ont perdu leur tête, leur job, et dont le pays est tombé dans cette espèce de marmite occidentale de la laïcité, du wokisme, du LGBTQ+, de la monnaie numérique complète, parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais le Bitcoin, etc., c'est génial. Non, le Bitcoin, c'est le meilleur moyen d'avoir des gens qui devraient se battre contre ces monnaies numériques et qui les défendent. Donc ceux qui devraient être les résistants, les renégats contre ça, sont aujourd'hui ceux qui défendent l'idée de mettre en place dans nos pays cette identité numérique et cette monnaie numérique sous prétexte que c'est très bien. Non, ce qui est très bien, c'est d'avoir la possibilité de dépenser du cash, éventuellement de faire du troc et des choses comme ça, parce que je peux vous assurer qu'avec votre monnaie numérique, à part si vous considérez que c'est un placement, vous n'allez pas aller loin si il se passe quelque chose de catastrophique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne quand il y a eu les coupures de courant. Les gens qui avaient des bitcoins ou des machins, ils avaient plus rien et ils attendaient désespérément de savoir à quoi ça ressemblait une fois que le courant était revenu. C'est un beau commentaire. Solaire est cruellement lucide. C'est bien dit. Ah oui. Mais non, mais moi, si tu veux, j'ai l'impression, tu vois, je fais ça gratuitement. Tu vois, sur X, j'ai aucune personne qui a pris une souscription. Ça fait 5 ans que je fais ça. Les lettres, parfois, il faut que je dise. Alors, en fait, les gens se rendent pas compte de tout le temps qu'on leur offre. Moi, je n'offre pas du temps pour me faire insulter par des crétins qui comprennent rien. Mais si effectivement il y a 1 ou 2 personnes de temps en temps qui sont contents, je suis ravi s'ils disent merci et qu'ils ont envie de creuser.
en lisant les lettres Substack et en m'aidant à vivre ou à survivre de ça, parce que ouais, je voyage pas en business, je suis pas invité pour faire une conférence au Québec par personne, et quand je fais des conférences, c'est souvent des gens qui me suivent, qui ont pas beaucoup de moyens, qui invitent leurs copines, parce que je suis dans aucun réseau d'organisateurs de conférences, etc. Mais ça me manque pas du tout, c'est parce que je suis complètement libre de tout, et c'est parce que je sais que t'es comme ça aussi, Karl, que ça fait 2 ans qu'on fait quasiment une vidéo par semaine, et tu vois, c'est pas forcément simple, parce que là, pour avoir du bon internet, je suis dans la voiture, et comme il y a des moustiques dehors, j'ai fermé les fenêtres et il commence à y avoir de la condensation. Écoute, Bertrand, juste un petit commentaire là-dessus, parce que on n'est pas rentré dans l'amalgame religieux. On comprend très bien qu'on se sert de certains concepts comme les femmes voilées actuellement pour justifier des attaques du méchant régime des ayatollahs en Iran. Pourtant, on parle pas de l'Arabie. Pourtant, l'Iran ont des élections. Ils ont, on nous raconte toutes sortes de légendes avec l'Iran. On connaît très mal le groupe sunnite versus les le groupe en Iran. Rappelle-moi les chiites, c'est ça. On comprend très peu comment on a utilisé ces 2 groupes-là dans cette région-là pour encore une fois diviser pour mieux régner. Puis il y a tous les phénomènes des frères musulmans, tous des groupes terroristes, nomme-les tous. Actuellement, on associe ça à l'Iran. Bien sûr. Ah oui, mais l'Iran n'a jamais été. Quand vous prenez les Iraniens, où qu'ils soient dans le monde, je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours des derniers jours, ils sont dentistes, ils sont médecins, ils sont peintres, ils sont couturiers, ils sont avocats. Ils ont toujours une intégration extrêmement bonne dans les sociétés. La diaspora iranienne, c'est vraiment une diaspora idéale, où qu'elle soit. Ils ne posent pas de problème, c'est une culture millénaire, c'est des gens qui ont un taux d'analphabète qui est très très faible. Ils forment plus d'ingénieurs, 2, 3, 4 fois plus d'ingénieurs que la France en Iran. C'est pour ça qu'eux sont capables d'avoir des missiles hypersoniques ou des choses comme ça. Mais ça ne change pas le sens d'une guerre. Il faut que les missiles soient très précis, et puis il faut beaucoup plus de choses, à peu près ce qu'ont les Russes pour que ça ait un impact. Et encore, on a bien vu que même quand les Russes ont montré Oreshnik, ça n'a calmé personne. Et pourtant, c'est des armes conventionnelles. Mais ça coûte tellement cher à mettre en œuvre, etc., que face à un pays immense ou même dans des grandes villes, eh bien, ça n'a pas forcément, tu vois, c'est beaucoup plus cher que quelqu'un qui contrôle le ciel avec des avions et qui lance des bombes. Mais pour revenir sur les Iraniens, les Iraniens, les femmes, elles votent en Iran depuis les années 60. Elles ont pas à avoir de burqa ou tous ces trucs-là. Elles peuvent porter même une casquette ou un petit châle ou un petit voile. C'est juste, une manière un peu ancienne de faire ça, c'est-à-dire que ils essayent de ne pas avoir leur société qui est dissoute dans la nôtre. Parce que nos sociétés aujourd'hui, est-ce que c'est mieux d'avoir des tatouages de haut en bas sur le corps que d'avoir un voile? C'est quoi le signe qui montre que t'es le plus élevé, le plus éduqué, le plus machin? Moi, j'ai rien contre l'un et l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient libres de porter un voile s'ils le veulent, ou qu'ils soient libres de pas le porter, et s'ils sont menacés s'ils le portent pas, que la personne qui les menace, elle soit interrogée par la police, elle soit mise en prison. Mais plutôt que de laisser les femmes libres de faire ce qu'elles veulent, on crée des lois. Donc dans certains pays comme en Arabie Saoudite, elles doivent porter un voile très strict. Et puis dans d'autres pays comme la France, c'est interdit pratiquement partout. C'est-à-dire que nulle part on considère que les femmes sont capables de choisir. C'est comme un incomble, ça. Moi j'en sais rien. Je pars du principe que si le niveau d'éducation est bon, etc. Alors quand tu dis ça à quelqu'un, il dit mais non, les femmes peuvent pas choisir, elles vont être frappées par leur mari ou elles vont être répudiées, etc. Mais on a des lois contre les maris qui battent leurs femmes ou contre les maris qui divorcent et qui répudient leurs femmes. Il n'y a qu'à appliquer ces lois-là. Pourquoi créer des nouvelles lois pour compenser des lois qu'on n'est pas capable d'appliquer? On est les spécialistes, on crée des millefeuilles de lois pour permettre, avec chaque loi, de cibler la haine des musulmans, ou la haine des lanceurs d'alerte, ou la haine de je sais pas qui, et ainsi de suite. Les lois, on croit qu'elles sont faites soit pour dire, vous voyez, on vous a écouté, alors qu'ils n'en ont rien à foutre d'écouter personne, soit, regardez, on cible ces gens-là, les méchants, on a bien compris qu'il y avait un problème avec les femmes voilées, donc on va régler ce problème. Mais ils ne règlent rien du tout. Ils créent juste un clivage encore plus grand.
et l'envie que les personnes auxquelles on dise tu n'as pas le droit de faire ça. Imagine, tu es une femme et tu as envie de porter le voile. De quel droit on t'interdit de le porter? Qui a le droit de te dire que t'as pas le droit de porter un voile? Enfin, il y a des nanas qui ont les seins à l'air. Ben, il y a des gens que ça choque et des gens qui trouvent ça normal. Mais personne n'a à dire particulièrement ce qu'il y a à faire. C'est qu'en fait, il n'y a plus aucune frontière à ce que les uns imposent aux autres. Donc, en France, on est très libre. Eh ben, la liberté, elle doit aussi aller jusqu'à laisser quelqu'un porter un voile. Si on considère que les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Et si la femme va au commissariat et dit on me force, eh ben, que le mari soit mis en prison. C'est pas compliqué. Et après, elle le mettra plus. Et c'est là qu'on voit que toutes ces questions-là qui ont été développées, entre autres avec l'immigration de masse, comment aujourd'hui, là, on réutilise ces concepts-là pour mener le projet de change. Tout le monde semble être unanime, à part nos auditeurs et peut-être sûrement d'autres, là, ils sont certains que le régime iranien, le problème, c'est les méchants ayatollahs. Mais ils ont sauvé l'Iran. Ouais. Juste deux commentaires qui vont compléter pour que tu puisses. Et là, on a des commentaires pas nécessairement positifs ou qui vont dans la ligne que tu parles, et je veux les mettre à l'écran. C'est faux. Les chiites font autant de merde que les sunnites. Et l'autre, les Iraniens sont un grand peuple, c'est le régime religieux qui est le problème. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Alors, petit 1, les Iraniens, ils avaient un shah d'Iran, donc ils avaient un empereur dont ils étaient plus ou moins satisfaits. En fait, ça dépendait du premier ministre qu'il avait. Donc, il y a eu des premiers ministres, dont quelqu'un qui s'appelait Mossadegh, qui était très proche du peuple. Il a été assassiné parce qu'en fait, il voulait que les compagnies pétrolières soient nationalisées et que l'argent, les profits du pétrole reviennent plus au peuple qu'aux pays étrangers, qui se gavaient sur le pétrole iranien. Bon, bah, suite à cet assassinat, le Shah d'Iran, tu vois, il a compris que sa vie aussi, elle tenait un fil, donc il fallait qu'il soit sage. Mais le naturel reprend vite quand t'es le roi, entre guillemets, de ton pays, t'as envie que le peuple soit heureux. Le peuple était de nouveau assez fâché. Ils ont recommencé à vouloir s'intéresser à la nationalisation du pétrole et à mieux distribuer les richesses du pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, l'Angleterre, la France ont fait une révolution de couleur en Iran. Et d'où sont venus les gens qui ont pris la tête de l'Iran? Ils sont venus de France. C'était en France qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bani Sadr et quelqu'un qui s'appelait l'Ayatollah Khomeini. Ils étaient à Neauphle-le-Château. C'était des gens qui étaient en opposition avec le gouvernement, qui ont été maintenus dans des conditions très confortables en France et qui sont venus pour prendre la tête de la révolution qui avait été organisée par, encore une fois, les Occidentaux. Ce qui s'est passé, c'est que très vite, d'une révolution populaire, c'est devenu une révolution religieuse. Donc l'Iran est devenu une république islamique avec un ayatollah qui est le grand chef, qui contrôle l'armée, et un président qui a un certain nombre de délégations de pouvoir. Mais il contrôle pas l'armée et il n'a pas la décision suprême. Mais il a beaucoup de décisions dans la gestion du pays. C'est un peu l'ayatollah, il a les executive orders, mais il peut vraiment les mettre en œuvre. Il contrôle l'armée et il contrôle une police qui est la police religieuse, les Bassigides. Et tu as le président élu qui a, et ce serait plus l'équivalent d'un premier ministre si tu veux. Mais il a le titre de président, mais voilà, il a un certain nombre de prérogatives, mais pas l'armée, ni la police religieuse, ni la police secrète. Et donc, ces Iraniens, depuis la Révolution, ont permis à ce pays non seulement de résister à la diabolisation qu'ils subissent, parce que ça fait 30 ans que Netanyahou explique au monde que l'Iran aura l'arme atomique dans 6 mois et qu'il faut les virer. C'est un pays qui a continué à développer sa médecine, à développer son éducation, ses ingénieurs, etc. Donc, il a été capable de trouver en lui des ressources incroyables pour se développer en restant ouvert, parce que c'est la grande différence entre l'Iran et la Corée du Nord, c'est que l'Iran est resté un pays ouvert, qui accueillait des gens qui venaient d'étrangers, et il y avait des gens d'Iran qui allaient à l'étranger. Donc il y avait des gens, d'ailleurs, comme le président dont j'ai parlé tout à l'heure, qui allaient à des congrès médicaux. Et donc l'Iran a réussi à développer
des armements balistiques, des missiles antiaériens, des systèmes de radar, etc. Malheureusement, pas du meilleur niveau. Ils étaient bons, mais si tu veux, c'est pas la même chose que quand tu peux partager toutes ces technologies avec d'autres. C'est-à-dire que tous les pays du monde, tu vois, ils accèdent à des technologies, à des choses auxquelles l'Iran avait du mal à accéder, puisqu'ils pouvaient même pas avoir des pièces détachées d'avions pour leurs avions à cause de toutes les sanctions. Et il y a beaucoup de pays qui respectaient les sanctions. C'est-à-dire que jusqu'à 2022, où la Russie a commencé à être tellement sanctionnée, et elle a arrêté de respecter les sanctions vis-à-vis de l'Iran, mais ça démarre qu'en 2022. C'est pour ça que l'Iran était devenu très autonome aussi. Il a cru qu'il pouvait l'être, mais quand ils ont vu ce qui arrivait à la Russie a dit il faut qu'on soit plus proche des Russes. Et donc ils ont commencé les deux pays à négocier. Et c'est dans le cadre de ces négociations que les Iraniens ont fourni aux Russes des drones, etc. Et ce qui a véritablement été un grand changement pour la Russie et qui a permis à la Russie de changer dans sa dynamique de guerre. Sauf que quand il y a eu le nouveau président, il a gelé ce type de relation avec la Russie. Il les a gelés, croyant que ce serait au bénéfice de l'Iran, parce que les pays d'Europe allaient dire au reste du monde, regardez, l'Iran respecte tout, ils sont gentils, ils se sont pas approchés de la Russie, donc on doit arrêter les sanctions. Et donc il a fait ça, sauf qu'une fois qu'il a eu fait ça, et que ça a été très clair, puisque les Russes ou les Chinois sont pas intervenus, eh bien maintenant, quand tu écoutes les médias français, quand tu écoutes les dirigeants français, quand tu écoutes tout le monde, tu comprends à demi-mot qu'ils considèrent qu'il est temps de changer de régime en Iran, même s'ils ne le diront pas. Mais il se passe exactement la même chose qui s'est passé en Syrie. Eh bien, tu as tout le travail de destruction de la diaspora, le travail du Assad, tu sais, ce fameux truc que Elon Musk essayait avec Doge de démanteler et qui n'a jamais été aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Tu as la CIA qui travaille, tu as les services français, les services anglais. Tous ces gens-là sont en train de tirer les ficelles en Iran. Et je peux te dire que dans les jours qui viennent, comme Israël a annoncé qu'ils appliqueraient le cessez-le-feu avec l'Iran, comme ils l'appliquent avec le Liban, c'est-à-dire qu'ils bombarderont tout ce qui les menace. C'est pas Alexis Cossette qui l'a dit, c'est pas Donald Trump, c'est le ministre de la Défense israélien. Et on peut lui faire confiance, puisque tous les jours, ils bombardent le Liban, avec lesquels ils sont censés officiellement être en cessez-le-feu. Et le Hezbollah, qui est censé être hyper fort, ne réagit pas, alors qu'ils sont bombardés tous les jours. Tous les jours, ils bombardent la Syrie, pas parce qu'ils sont pas amis avec le président par intérim, mais parce que la Syrie, c'est un tellement grand pays, tellement peu contrôlé, qu'Israël se dit, tous les dépôts d'armes, tous les machins qui existent, il faut qu'on les détruise. Si un jour, le peuple en a ras-le-bol d'être dans un pays contrôlé par Israël, parce qu'aujourd'hui, la Syrie est un pays contrôlé par Israël, qu'on le veuille ou non, par Israël et la France, et un peu les États-Unis et autres. Ce n'est pas un pays qui est contrôlé par lui-même, pour lui-même. C'est un pays fantoche. Et ces gens-là veulent faire exactement la même chose en Iran. Mais ils veulent pouvoir dire, ah non, non, mais c'est pas nous qui avons fait ça, c'est le peuple. Vous croyez vraiment que le peuple syrien, il avait envie d'avoir un terroriste de Daesh dont la tête était mise à prix 10 millions de dollars début décembre et qui, fin décembre, a été annoncé comme non terroriste et il a été invité par tous les chefs d'État. Non, mais on se moque de nous. Mais il faut croire qu'en fait, Trump veut la paix. Parce qu'en fait, vouloir la paix, c'est détruire un pays, mettre un terroriste à la tête du pays, laisser l'Iran être bombardé tous les jours, laisser un génocide se passer à Gaza, etc. Et je vous assure, c'est pas simple pour moi de dire ça. Parce que je pense sincèrement que Trump, c'était pas ça son projet. Et si vous lisez des gens comme Dugin, si vous lisez des gens comme ça, peut-être beaucoup plus respectables que moi, vous verrez, aujourd'hui, il vient de changer complètement d'avis par rapport à ce qu'il écrivait depuis 15 jours, et il écrit exactement ce que j'écris. Et vous regarderez, Dugin, il suit 30 personnes sur Substack, dont moi. Vous regarderez Vigano, vous regarderez plein de personnes qui lisent toutes mes lettres. Pourquoi ? Parce que je dis des choses qui finalement, petit à petit, s'avèrent, malheureusement, j'aimerais bien que ce soit faux, mais plus proche de la réalité que beaucoup de choses qu'on nous raconte par ailleurs. Écoute, j'ai Radio Borrelia, que je suis souvent les commentaires, mais là, ce soir, tu sembles toucher à certains côtés sensibles. Le peuple iranien n'a rien à foutre des mollahs de merde. Mais ils ont sauvé le peuple iranien. Ils ont sauvé le peuple iranien. S'il n'y avait pas eu ces mollahs fermes, extrêmement fermes, c'est à l'époque de gens comme Ahmadinejad, etc. Un des plus beaux discours qui a été prononcé à l'ONU au cours des 50 dernières années, c'est des discours qui ont été prononcés par Ahmadinejad, par Kadhafi, par Saddam Hussein,
par Poutine, par Chavez, par Maduro, etc. Ils ont tous été mis par des gens que le monde entier considère comme de la merde. Donc, croyez ce que vous voulez, les mollahs iraniens sont des gens extraordinairement cultivés, comme l'était Nasrallah. Bon, Khamenei est pas voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais en Iran, il y a beaucoup de mollahs et d'ayatollahs qui sont véritablement des gens bien, qui aiment le peuple, qui sont généreux. Parce que, je vous assure, allez visiter l'Iran, allez regarder le métro Téhéran, allez regarder les hôpitaux en Iran. Il y a des gens de la diaspora iranienne qui reviennent de Londres, qui reviennent de Los Angeles, qui vont de toutes les capitales du monde pour aller se faire soigner en Iran. Donc je crois que vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'Iran. Et si les mollahs, comme vous dites, c'était la merde, eh ben il n'y aurait pas des universités qui forment les meilleurs ingénieurs du monde. Parce que dans les pays où on est dirigé par des gens qui sont de la merde, eh ben on fait des peuples débiles. Eh ben, en France, on est dirigé par des gens qui sont de la merde. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre. Eh ben, regardez le niveau des écoles, regardez le niveau des universités et regardez le niveau sur Internet et vous comprendrez. Eh bien, les Iraniens, c'est pas ce niveau-là. Les Iraniens, ils sont de très haut niveau. Et ce qui se passe, en revanche, pour les Iraniens en ce moment, c'est que les Iraniens ne sont pas des gens qui aiment le mensonge. Ils sont pas du tout dans cette logique de mensonge. Et quand leur gouvernement se met à leur mentir, quand leur gouvernement fait des fanfaronnades, etc., et qu'ils réalisent que c'est horrible, alors effectivement, ils commencent à douter de leur gouvernement. Parce qu'il faut dire la vérité à son peuple. Il faut dire, écoutez, voilà, on a affaire à des monstres, à des gens qui nous mentent, à des gens qui nous ont manipulés. On a été manipulés. Mais comme Poutine l'a dit aussi. Poutine l'a dit après Boutcha. Il a dit, on s'est fait avoir. L'ayatollah l'a dit après la mort de Nasrallah. Il a dit, on s'est fait avoir. Quand Nasrallah a été tué et Niforoucham ont été tués à Beyrouth, les Iraniens ont dit, on s'est fait avoir. Parce qu'ils ont compris ce jour-là que leur avenir était en danger. Le problème, c'est que en même temps que ça se passait, ils n'avaient plus de bons présidents, ils n'avaient plus Raisi, et ils avaient un autre, et ils ont fait... voilà, ils avaient plus Niforoucham, ils avaient plus Soleimani, ils avaient plus des personnes exceptionnelles. Vous savez, en France, on parle toujours de De Gaulle. Il n'y avait pas beaucoup de généraux, il y avait le général Leclerc, il y avait De Gaulle, il y avait de Tassigny, il y avait un certain nombre de généraux. Mais imaginez si ces gens-là avaient été tués. Vous croyez qu'on était capable de trouver sous un caillou quelqu'un comme De Gaulle pour faire la France libre, etc. Non, des gens qui ont ce genre de niveau exceptionnel, des gens comme Poutine, des gens comme Soleimani, des gens comme Niforoucham, il n'y en a pas beaucoup dans un pays. Il n'y en a pas beaucoup dans une génération. Quand ces gens-là sont tués par un adversaire qui est pire qu'un vampire, qui est un monstre, qui est le diable, eh bien, je peux vous dire que c'est pas le numéro 3 ou 4 dans la hiérarchie qui est capable du jour au lendemain d'avoir les mêmes compétences et d'avoir le même niveau. C'est comme ça, c'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Je vais juste repasser cette courte vidéo-là qui rappelle pourquoi l'Iran fait peur. Et vous allez voir que ça n'a rien à faire avec les femmes voilées. J'ai apprécié beaucoup. Il y a une autre vidéo que j'ai sur ma page Facebook qui explique à peu près la même chose, mais de façon beaucoup plus approfondie sur ce sujet-là. On écoute ça ensemble. L'Iran fait peur à toute la planète. Ce pays incarne tout ce que l'Occident redoute. Un pouvoir religieux, mais armé. Une nation isolée, mais stratégique. Un État sanctionné, mais toujours debout. L'Iran, c'est la preuve qu'on peut dire non à l'ordre mondial et survivre. C'est le cauchemar des élites occidentales. Un régime qui échappe aux règles du jeu et qui pourrait nucléariser sa résistance. L'Iran n'est pas seulement un pays. C'est un symbole du refus de plier. Et ça, dans la psychologie des puissants, c'est insupportable. Pourquoi Israël attaque vraiment l'Iran? Oubliez ce qu'on vous raconte sur les armes nucléaires et la religion. La vérité est ailleurs. L'Iran, c'est le 2e réservoir mondial de gaz, un membre actif des BRICS, un partenaire clé de la Russie et de la Chine, un point crucial des routes de la soie et un acteur de la dédollarisation. Israël agit comme bras armés des États-Unis pour bloquer l'émergence d'un monde multipolaire, saboter les routes énergétiques eurasiatiques, maintenir l'instabilité régionale et défendre le système du pétrodollar. Stratégique, énergétique et financier. La paix en Iran serait une victoire pour l'Eurasie, ce bloc stratégique qui unit l'Europe et l'Asie, et une défaite pour l'ordre atlantiste. Voilà, c'est le fond de l'histoire. Exactement, bien sûr. Mais c'est tout ce qu'il a dit, tout ce qu'a dit cette vidéo, c'est parfait.
C'est exactement ça. Et qu'avait dit Poutine dès l'attaque russe quand ils ont vu les destructions de radars, de défense antiaérienne, que les avions avaient pu tirer partout, que l'état-major était mort, il leur avait dit surtout pas d'escalade, ne tombez pas dans le piège de l'escalade, ne donnez pas des images de bombes qui tombent en Israël, etc., parce que ça vous coûtera 1000 fois plus cher que la petite satisfaction d'avoir détruit quelques bâtiments ou autres. Parce que même si vous détruisez des choses stratégiques, ça justifiera que de plus en plus de pays s'unissent pour vous détruire et mettre en œuvre tous les moyens pour vous détruire. Parce que même quand tu es le président français ou le président américain ou le président de n'importe quel pays, pour aller voir tes généraux et leur dire d'aller détruire ce pays, il faut quand même que ces gens-là, en conscience, ils ont l'impression, ou ils puissent se mettre dans la tête que ça a une justification. Mais l'Iran, elle a donné cette justification en tirant, en envoyant des missiles balistiques, etc., puisqu'ils ont montré qu'ils étaient capables d'être dangereux. Alors que s'ils avaient montré, et c'est ce que j'essaie de dire, qu'ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas tomber dans ce piège-là, qu'ils étaient dans une relation qui était différente, et qui ne voulaient pas justifier de vivre 12 jours de bombardement comme ils ont vécu. Parce que tous les médias dissidents, pendant 12 jours, ils ont montré quelques missiles qui partaient chaque jour. Alors de temps en temps, ça atteignait un hangar, ou ça atteignait un immeuble d'habitation, ou ça atteignait le siège de quelque chose, ou ça. Mais c'était exactement comme avec Saddam Hussein. Les gens, ils étaient hyper heureux quand il y avait un scud de Saddam Hussein qui touchait quelque chose. Oui, regardez, il y a 5000 morts iraniens, mais quand il y avait un GI qui mourait, il y avait des gens qui étaient heureux. Mais là, c'était pareil. Sauf qu'il y a eu des milliers d'Iraniens qui sont morts. Il y a 30 Israéliens qui sont morts. C'est des civils pour la plupart. Mais on nous raconte tout et n'importe quoi. Et l'Iran est rentré là-dedans. L'Iran aurait dû rester très calme en disant, nous, on va pas rentrer dans cette escalade. On est là pour négocier avec les Américains. On est proche du résultat. Et ils auraient montré que eux voulaient la paix et que les autres voulaient la guerre. Et s'ils avaient juste pris le temps de dire ça pendant une journée et que les autres avaient continué à les bombarder, alors là, ils pouvaient tout envoyer d'un coup et demander aux Russes, demander aux Chinois de venir leur prêter main forte, parce que ils continuaient à être attaqués alors qu'ils déclaraient au monde entier qu'ils voulaient faire la paix. Mais là, ils ont même pas donné le temps ni aux Russes, ni aux Chinois, ni à personne de se retourner, de parler. Ils ont immédiatement commencé l'escalade. Tu comprends? Ils n'ont pas donné une seule chance à des gens raisonnables d'avoir la parole. Et pourquoi ils ont foncé tête baissée là-dedans? Parce que tous les généraux qui auraient été capables de tenir le discours que je suis en train de tenir ont été assassinés. Et que dans l'urgence, avec les uns et les autres dans des blocos en train de se parler avec des post-it, ils ont pris cette décision qui leur a coûté énormément de bases, énormément de lanceurs de missiles. Pratiquement toute leur stratégie maintenant, elle est démasquée. Parce que t'imagines, tous les satellites étaient au-dessus de l'Iran pour regarder au mètre près d'où sortaient les camions, où retournaient les camions, etc. Est-ce que tu crois qu'il y a 1 centimètre carré de l'Iran qui n'est pas cartographié parfaitement aujourd'hui, où ils sont capables d'envoyer des équipes de commandos infiltrées, etc. C'est ça la guerre. La guerre, c'est comment tu peux faire le pire à ton adversaire. Le pire que pouvait faire l'Iran, c'est « je vais vous démasquer, vous êtes des diables ». Mais en disant « je suis plus fort que vous », ils sont tombés dans le piège, c'est tout. C'est comme ça. Puis on a aussi oublié le mensonge de Colin Powell qui avait justifié l'invasion de l'Irak. Et là, on est en train de nous jouer le même scénario. La même chose. Puis personne... là, on se ferme les yeux puis on souhaite que à chaque fois. Parce que personne ne prend le temps de réfléchir. Et quand quelqu'un prend le temps de réfléchir, il y a des hordes de personnes qui viennent pour le diffamer, pour faire en sorte qu'il puisse pas être audible, toi, moi, etc. Ce qui est complètement délirant, c'est que parfois, quand on fait une vidéo, on a des gens en direct, et puis après, il n'y a pas de commentaires pendant des heures. Là, quand on fait une vidéo, pendant les 5 minutes qui suivent la vidéo, il y a des dizaines de personnes qui viennent lâcher leur crotte. Ah oui. Oui. Non, mais c'est... Comme au début de l'émission, ils ont beau à nous insulter. On est très résilients, toi et moi, parce que on fait pas ça pour l'argent. Mais oui. Et, ouais. Ça change pas la vérité. Et ni pour les applaudissements. C'est juste triste pour les personnes qui pourraient avoir plus de sérénité en regardant, etc. Parce que, tu sais, moi je les croise quand je fais des conférences. Il y a des gens qui ont des parcours de vie, tu vois, qui sont
seuls, qui ont pas d'argent, qui ont pas de moyens, qui essaient d'aider leurs enfants, etc., et qui essaient de s'informer. Et ils ont pas envie d'avoir, y compris là où ils sont en train d'essayer de s'informer bien, d'avoir cette cacophonie, d'avoir cette violence, d'avoir ces insultes, etc. Moi, je sais pas. Je vais jamais sur le chat de quelqu'un pour perturber. En revanche, quand toi, tu as décidé de faire les révélations que tu as fait aujourd'hui, bah, j'hésite pas à dire, voilà, la personne a menti, c'est pour ça qu'elle a menti, voilà les faits, voilà les documents, voilà les informations. Et ce matin, je racontais dans notre première partie de vidéo, et je vais re-raconter la même chose. Tu sais, je roule tout feu éteint dans une ruelle étroite. Et les lampadaires de la ruelle sont tous éteints. Les fenêtres sont éteintes. Vraiment, il y a aucune lumière allumée dans les appartements et les phares de ma voiture sont éteints. Et un chat noir passe devant moi, je le vois et je réussis à m'arrêter. Comment j'ai fait? Là, je sais la réponse. Et je comprends encore mieux, quand tu me le répètes, comment, effectivement, en omettant un détail, on peut changer toute l'histoire. Et l'histoire que je vous ai racontée, dès le début, vous avez compris à ce que je vous ai dit qu'il faisait nuit. Mais je vous ai jamais dit qu'il faisait nuit. En fait, il faisait jour. Eh bien, la manière avec laquelle Alexis Cossette vous parle en permanence, c'est celle-là. Il vous ment par omission en vous en faisant croire que ce que vous n'avez pas dit, c'est l'inverse de ce qu'en fait était la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui créez le mensonge dans votre tête. Et quand il dit avec les généraux, la manière avec laquelle il présente les choses, c'est comme un truc de bonne taux. Quand tu l'écoutes, tu es persuadé qu'en fait, il n'y a aucun général quasiment qui est mort, ou peut-être un ou deux, mais vraiment rien. Mais tu ne peux pas croire à l'écouter faire sa démonstration qu'il y a tous les généraux qui ont été annoncés morts par les médias iraniens, par les médias russes, par les médias turcs, par tous ces médias, ils sont vraiment morts. Et il y en a beaucoup qui étaient annoncés blessés et qui sont morts des suites de leurs blessures. Et il y a un seul qui était annoncé mort par le New York Times et le Times of Israel, qui évidemment n'a jamais été annoncé mort par les Iraniens et qui évidemment est vivant. Mais les Iraniens ont jamais raconté qu'il était mort. D'ailleurs, le général en question est mort de rire en disant, bah tiens, ils ont raconté que j'étais mort. En revanche, il était blessé. Là, il était vraiment blessé. Mais pas au point d'être mort. Et aucun média avait raconté qu'il était mort. D'ailleurs, il n'avait pas été remplacé. Mais vous comprenez la logique. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu présentes les choses et tu conditionnes les gens au fur et à mesure de ta présentation à croire l'exact inverse de la situation dans laquelle on est. Comme un magicien. Et si on n'accepte pas le réel, puis on reste fermé à certaines croyances, c'est l'Amérique qui va le payer en premier. C'est cette vidéo-là que j'ai écoutée et que je vais réécouter. J'invite les gens à visiter ma page Facebook puis aller visionner ce vidéo-là. Et vous comprendrez que avec les croyances qu'on a au Proche-Orient, on est tellement méconnaissant de la région que moi, je l'entends régulièrement au Québec. Ah oui, c'est ça, hein? Tu défends pas la seule démocratie qu'il y a au Proche-Orient. Là, je pense qu'on vous a prouvé qu'il y en avait d'autres. Et si on accepte cette interprétation-là, ben, surprenez-vous pas que les problèmes ici persistent. C'est drôle de voir, Bertrand. Ici au Québec, je vais en nommer un autre, là. Denis Cormier. Un homme d'une connaissance historique énorme qui défend une vision conservatrice, mais très pro-Israël. Et je remarque la même chose en Europe. Tu parlais de ligne droite qui est totalement derrière Israël. C'est pourtant des médias indépendants qui se disent éveillés, qui apportent une nouvelle différente. Et on s'aperçoit que il y en a qui semblent être influencés et on comprend pas pourquoi. Et nous ici, on n'hésite pas à vous l'exposer. Ça, pour moi, c'est très important. Comment le prisme gauche-droite aussi en prend pour son rhume. Comment il nous empêche d'accéder au réel. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Et, hein? Je trouve ça surprenant, moi, des gens qui défendent l'identité québécoise, mais qui voient pas le problème de la haute finance dirigée par ces manipulateurs-là. Des gens qui dénoncent les médias de masse, mais qui refusent de voir qui les manipule.
Et pour moi, là, c'est évident. Au Canada, c'est clair pour moi, puis j'avais cette impression-là avant. La conquête et ceux qui sont venus diriger le Québec après l'indépendance américaine, c'est tous ceux qui ont refusé l'indépendance américaine et qui voulaient garder leurs privilèges essentiellement liés à la finance, qui sont venus nous joindre ici, à l'ouest de l'Ontario. Et aujourd'hui, les Québécois qui comprennent pas trop leur histoire, ils disent « Ouais, c'est vrai, hein? Est-ce qu'ils sont bons économiquement, ces Ontariens-là, ces Anglais-là? Eux autres, ils ont un cerveau d'affaires. Il y a un narratif que moi, je t'écœurais complètement, puis qu'on réussit toujours à ce groupe-là est très fort, et encore très fort aujourd'hui, et risque d'amener l'humanité dans le chaos, puis on refuse de voir le réel. Exactement. Tu sais, moi, j'avais essayé de faire un dessin pour expliquer la situation. En fait, les gens qui essayent vraiment de chercher la vérité, et il y en a beaucoup moins qu'on l'imagine, parce qu'il y en a qui aiment les situations confortables où on leur dit l'inverse de ce qu'ils ont appris à ne pas croire. Donc on leur dit tu crois pas les mainstream, et donc tous les gens qui disent l'inverse ont l'air de dire la vérité. Sauf que parfois, les mainstream font exprès de dire quelque chose comme l'Iran est très forte pour obtenir qu'on bombarde l'Iran. C'est exactement ce que veut Israël, c'est passer pour un pays victime en fait. Et tu peux pas passer victime si l'autre a pas l'air très fort. Eh bien, en fait, on est comme dans une pince de crabe. C'est d'ailleurs d'un côté, il y a des médias entre guillemets mainstream qui sont dans les mains de milliardaires, qui sont subventionnés par les États, qui subissent des pressions, tu vois, avec les licences, etc. Et de l'autre, il y a les grands médias dissidents, et on l'a évoqué suffisamment tout à l'heure quand tu parlais de ton expérience, qui sont organisés en mafia entre eux et qui nous pressent avec leurs conneries aux uns et aux autres, leurs narratifs aux uns et aux autres, qui ne servent à remplir sa mission, les grands médias, et l'autre à remplir ses poches. Alors celui qui remplit sa mission, il gagne plein d'argent, et l'autre à remplir ses poches, c'est-à-dire devenir des Robin des Bois inversés. C'est-à-dire au lieu de prendre aux riches pour donner aux pauvres, ils prennent aux pauvres pour se mettre dans les poches en fait. Mais bon, ok, il faut pas dire ça parce que... mais en fait, ces gens-là nous détruisent. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et de la même manière que les personnes qui disent que les mollahs font du mal à l'Iran, alors que les mollahs sauvent l'Iran. Dans des pays comme ça, il n'y a pas de recette miracle. Je peux vous assurer que si vous allez vivre en Égypte, ou si vous allez vivre en Jordanie, ou si vous allez vivre en Syrie, eh ben, ils rêveraient d'avoir le retour en Libye de Kadhafi, le retour d'Assad, le retour de toutes les personnes qui ont été présentées comme des tyrans. Parce que souvent, les tyrans sont des formes de régime qui sauvent les pays du virus capitaliste, woke, LGBTQ+, etc. Vous croyez que l'Iran, il va être plus heureux comme pays quand il va flotter à toutes les fenêtres d'Iran le drapeau arc-en-ciel, comme c'est arrivé du jour au lendemain en Arménie. L'Arménie, oui. Quand ils ont perdu ça... Ah oui, non, mais, on va être heureux. Ben oui, ils vont être très heureux. Ben voilà, les mots-là vont disparaître, mais les wokistes vont envahir. Ah là, on va être heureux. Ah, exactement. L'idée là-dedans, c'est pas de nos affaires. Chaque pays est souverain. Exactement. Et si on crée pas par toutes sortes de subterfuges, moi là, Bertrand, quand j'ai compris le concept d'empire maritime versus empire continental, que les empires maritimes sont là pour créer et déstabiliser les sociétés, pour un peu comme la mentalité d'un pirate. On arrive sur une île, on paye l'île, puis ensuite on revient chez nous, ni vu ni connu, et on arrive avec des vaisseaux remplis d'or en oubliant tout le drame qu'on a créé. Et tandis que les empires continentaux, la route de la soie, 1453, moi je l'apprenais beaucoup quand je donnais mes cours d'histoire du Québec et du Canada, c'est ce qui a amené les empires coloniaux européens à découvrir l'Amérique et qui a fait que la société canadienne-française s'est installée dans la vallée du Saint-Laurent. Je comprends très bien ça, mais cette route de soie-là, elle était, elle reliait plusieurs cultures, plusieurs religions, et pourtant tout se passait bien. Parce que tout le monde avait un point en commun, c'était la bonne marche des échanges. Ça bénéficiait à tout le monde. Moi, j'ai toujours été élevé à prendre soin de mes voisins, même si mes voisins pensaient pas tout à fait comme moi. Même si mes voisins, il y a une journée, on met la musique forte puis ils m'ont empêché de dormir, je dois savoir que je vais vivre avec mon voisin très longtemps et j'ai avantage à essayer de mettre de l'eau dans mon vin que de créer des différences. Et ces empires maritimes-là, anglo-saxons, menés par des financiers,
qui ont les dents longues, ont pillé plein de peuples à travers le monde, ont modifié toutes sortes d'histoires parce qu'on n'était pas témoins. Ils l'ont raconté selon leurs intérêts. Et je remarque juste le narratif des deux grandes guerres, Bertrand. Moi, depuis que je suis le conflit en Ukraine, que j'écoute beaucoup de géopoliticiens d'un peu partout dans le monde, je comprends maintenant les deux grandes guerres. Comment on a implanté le chaos en Europe, on les a laissés se frapper dessus, puis ensuite on est arrivé en sauveur. Et ça, pour moi, les Européens vont l'apprendre à la dure, j'ai l'impression, dans les prochains mois. On va rejouer le même scénario. Mais tout le temps, c'est le même scénario. Il fonctionne. Il faut comprendre les empires maritimes. Il faut comprendre ce concept géopolitique-là. Et on doit mettre fin à cet empire maritime-là qui crée des... C'est à peu près tout... Et on comprend très bien que si la route de la soie prend forme, on sait que l'Iran a un rôle clé à jouer là-dedans. Parce que un rôle central. L'Afrique va se coller naturellement à cet axe économique-là. On voit très bien. Et là, l'Europe le refuse parce que vous êtes complètement sous domination anglo-saxonne et américaine, britannique. Et ce qui fait que vous allez vivre, à mon avis, des heures très pénibles dans les prochains mois parce que vous refusez de voir. Il y en a plusieurs qui voient ce qu'on voit en Europe, mais tous ceux qui manœuvrent les médias de masse, la politique, la finance, sont loin d'être de cet avis-là. Puis eux sont prêts à sacrifier les peuples pour leurs intérêts. On le voit avec l'Ukraine. On regarde mourir des Ukrainiens en ce moment qui n'a rien à voir avec les intérêts de l'Ukraine, mais bien l'intérêt de l'anglosphère, l'empire du mensonge, que toi et moi, on va assister à son effondrement, qu'on le veuille ou non, qu'on soit rempli d'idées d'Hollywood dans la tête, qu'on attende le soldat Ryan qui va venir nous sauver dans la dernière épisode. Oubliez ça, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va payer le prix. Ben, comme l'Europe l'a payé, hein, c'est clair. Vous l'avez payé à 2 reprises pendant les 2 grandes guerres. Puis là, on dirait que vous n'avez pas assez, vous n'avez besoin d'une 3e. Et je tiens à noter aux gens aussi, pour la première fois de l'histoire, avec les missiles hypersoniques, l'Amérique peut être touchée. Et oubliez pas ça. Le fameux missile Poséidon, est-ce une légende? Est-ce qu'il existe vraiment? Mais si on veut procéder à l'effondrement de la Russie, de la Chine ou autre, ils l'ont dit, vous devez vous attendre à une réponse forte. Puis on doit pas souhaiter ça, Bertrand. On doit... Moi, c'est pour ça que je demande aux gens de sortir de leurs croyances, puis d'essayer d'aborder ce monde-là en termes d'humanité. Et on dévie là-dessus, puis je crains le pire, sans vouloir être anxiogène ce soir, à rester dans cette ivresse de pouvoir-là, on va avoir des lendemains de veille très pénibles. Bertrand, c'est pas mal tout. Avais-tu des choses à ajouter? Non, et puis toi, tu as une émission là à suivre avec un de tes auditeurs. Ben, si Daniel Brisson veut venir me parler, qu'il me fasse signe dans le clavardage, je crois que je vais continuer cette émission-là plutôt que de reprogrammer. Puis ça va me faire plaisir. Il y a juste à me faire signe dans le clavardage, puis je vais lui envoyer une invitation. Puis je vais vous laisser avec une courte vidéo aussi d'un monsieur que je suis beaucoup et qui est ce monsieur-là. Ses vidéos sont traduites en français. Et lui, il fait venir Colonel McGregor, Scott Tweeter, Jeffrey Sachs. Il fait venir tout pour nous expliquer dans quel merdier on est actuellement. Et comment Trump inquiète ces analystes-là actuellement. Donc, c'est quand même exceptionnel que des idées qui viennent des États-Unis, cette ivresse de puissance-là semble adhérer encore plus fort dans les cerveaux des Québécois, puis de certains Québécois et de certains Français. On est tellement mariné dans la culture hollywoodienne qu'il est très difficile de penser en dehors de cette boîte-là. Très, très difficile. Donc, Bertrand, merci. On va terminer cette vidéo-là, cette émission-là avec cette vidéo-là. Merci, puis on se reparle au besoin. Bonsoir à tous. Merci.